Salut David, j'ai oublié sur le bouton pour nous faire apparaître. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Alors, je regarde juste LinkedIn, où est-ce qu'on en est? Et les premières personnes vont arriver. Alors, je suis à l'AFTech. Il est pas improbable que le réseau bug un peu. Je Pas m'en de excuse souci. d'avance. Parce que depuis 2 ans, là, c'est un peu apparemment galère. Parfait. Donc on a 2 petites minutes d'avance, c'est en train d'arriver. Ça roule. On prend le temps. Donc on va voir si le sujet intéresse les organisations ou si justement ils relèguent un peu la conformité en dernier quand ils ont des problèmes. Ouais. Ce qui est peut-être souvent le cas d'ailleurs. Exactement. Eh non, perdu. On a notre premier visiteur, c'est Anne. Bonjour Bonjour Anne. Anne, pile à l'heure. Alors, je te conseille de fermer le maximum de fenêtres sur ton ordinateur pour préserver ta bande passante. Hop, et on est bon, on va pouvoir attaquer tranquillement. Son écran, petit zoom, et normalement je peux partager mon écran. Ah, je te laisse gérer. Tac, et ça a sauté. Voilà, on est bon. Bonjour. Alors, là, tu vois, j'ai le chat. Je sais pas qui nous a dit bonjour, mais parce qu'il y a écrit Bonjour. LinkedIn User, mais c'est bon, les gens arrivent tranquillement. Bienvenue à notre webinaire, notre méthode pour anticiper l'IA Act 2025 et rester conforme au RGPD. Très content de vous accueillir avec David. Et vous allez voir, on va vous apporter un maximum de valeur. Parce que notre objectif, justement, c'est que ce soit un enjeu stratégique pour vous et que vous ne reléguez pas la conformité quand vous aurez des problèmes. C'est souvent trop tard. Ouais. Ah, c'est toujours le risque. Ouais. On attend que le problème arrive. Ouais. Ah, c'est Exactement. souvent ça avec le droit, hein, d'ailleurs. Bah, c'est logique. C'est comme les assurances, hein. On a jamais la bonne assurance au bon moment. C'est toujours quand c'est trop tard. C'est la vie. Allez, good, c'est bon, j'ai le live, tout fonctionne. On a les Ok. gens qui arrivent tranquillement. Bonjour tout En le plus, on monde. a fait un joli rebond ce matin, là, parce qu'il y a 30 personnes qui sont inscrites depuis hier. Cool. Donc ça, c'est cool. Allez, on est parti. Bienvenue à notre webinaire. Envoyez-moi un petit cœur vert dans le chat pour savoir si tout va bien. Et si ça va pas, vous avez des problèmes de connexion, de son, etc., envoyez-nous une petite croix rouge et on va faire le nécessaire de notre côté. Même si j'ai pas de grands moyens, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité du live. Tu te présentes, David, ou je commence? Ouais, Qu'est-ce que tu vas-y, je t'en préfères? prie. C'est toi l'hôte, C'est vrai? vas-y. Ah ben, c'est gentil. Donc, je m'appelle William, j'ai créé Éducation IA. Donc, on est basé tous les deux en Normandie avec David. Et donc, l'idée avec Éducation IA, on vous apporte de la valeur sur la montée en compétences et on fait de l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, on a des clients qui font entre 5 millions d'euros et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui passent à l'IA. Donc, ça passe par de la formation certifiée Calliope et ça passe par une feuille de route. Et dans ce cadre de la feuille de route, au moment même où j'accompagne des clients, on a eu besoin d'accompagner la gouvernance de l'intelligence artificielle, donc plus simplement la gouvernance des données. Et donc, j'ai fait appel à David Vicomte. Et donc, on a le plaisir d'animer ce webinaire. Vas-y, David. Merci William. Je suis super content d'être là et merci de m'avoir invité. Donc moi, je m'appelle David Vicomte. Je suis juriste. J'accompagne les entreprises sur la mise en conformité, justement.
sur l'idée d'analyser les différentes structures, prendre des photos à un instant T et voir ce que la réglementation dit, en l'occurrence, et vérifier que l'entreprise est dans les clous. L'idée étant, non pas de sanctionner ou de taper, ça n'a jamais été le cas, mais c'est de permettre à l'entreprise en fait, de comprendre qu'il y a derrière la question de la mise en conformité et du droit des problématiques qui peuvent être financières in fine, si on a des condamnations qui tombent, etc., notamment dans le cadre du RGPD. Est-ce que j'utilise bien mes données ou pas? Là, avec la question de l'IA Act, et je le vois souvent d'ailleurs avec William, les entreprises qui se lancent effectivement et qui n'ont pas encore anticipé tous les enjeux réglementaires. Et donc, on a, d'ailleurs, il y a les premières décisions de justice qui viennent de tomber. Il y en a une qui est tombée il y a 2 jours sur l'implémentation de l'IA. Et moi, mon rôle, c'est d'être un petit peu le binôme de l'entreprise, alors du dirigeant ou du service qui est en charge de l'implémentation, notamment je pense notamment à l'IA, et d'être un petit peu le partenaire. Je ne prends pas les gens en fait par la main pour les remplacer, je les accompagne vraiment pour qu'elles deviennent autonomes sur cette question de la mise en conformité et qu'elles soient capables par la suite de pouvoir piloter en fait leur business de manière vraiment sereine et stratégique, sans avoir toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Merci beaucoup, David. Alors, c'est génial. Donc, c'est mon deuxième live, hein. J'utilise chez StreamYard. Et là, j'ai tout qu'à sauter. Je vois plus les commentaires, je vois plus les messages. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je suis sur l'iPad et je regarde en live sur l'écran à côté parce que là, dans StreamYard, j'ai tout qu'à sauter. Je vois plus les messages. Donc, désolé. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va vous y répondre avec David. Donc, l'idée, faites bien attention. On n'est pas là pour répondre à vos problématiques particulières. Donc, ne dites pas que vous avez un employé ou le CSE qui vous attaque parce que vous utilisez de l'IA générative et vous avez mis des données RH. Par contre, posez-nous la question générique. Est-ce que dans le cadre de ma gestion de RH, je peux utiliser l'IA générative pour traiter des informations ou des questions de mes employés? Et là, on va vous répondre. Donc, faites très attention, ne posez pas des questions précises, posez des questions larges. Si vous avez des questions précises, on vous donnera un moyen de communiquer avec nous après le live. Justement, pendant ce live, on vous fait un énorme cadeau. Donc, commentez tout de suite intéressé. On vous offre plusieurs cadeaux à la fin du live. Donc, le premier cadeau, on va vous donner un plan d'action. Donc, commentez bien intéressé. Et en suivant, je vous donnerai un deuxième cadeau qu'on a préparé ce matin avec David. Donc voilà. Et en plus, ça va me permettre de savoir si le chat fonctionne. Parce que là, vraiment, ouais, j'ai plus rien du tout qui fonctionne. Je sais pas ce qui se passe sur StreamYard. Le live est toujours bon, on est toujours en direct. Allez, on continue. Avant de commencer, je vous fais une petite introduction. Donc, David, n'hésite pas à compléter. On va être très direct là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va faire un live très court et très percutant. Merci, Mehmet. Donc là, ça confirme bien que c'est bon, ça remarche. J'ai les commentaires. Super. Donc, non, la conformité IA Act, elle n'est pas différente et c'est pas une simple mise à jour de RGPD. C'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Ce ne sera pas un simple exercice administratif. Donc, on est tous des professionnels en train de regarder ce live. C'est un live qui est plutôt technique par rapport à la réglementation. Donc, l'exercice administratif où je vais cocher des cases, ça ne nous intéresse pas trop avec David, même si on le fait de manière opérationnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de penser système, penser stratégie. Donc, David, dans son activité de son cabinet de conseil Alter Consulting, l'approche qu'il fait, c'est il accompagne ses clients sur la conformité, mais il fait le lien avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce qui est intéressant, parce que du coup, ça enrichit la stratégie. Et c'est exactement ce qu'il a fait, par exemple, avec moi. On a mis à jour les conditions générales de vente d'éducation IA en lien avec mon activité réelle, en lien avec mes outils digitaux que j'utilise, le CRM, les devis en ligne, etc., pour qu'il y ait une cohérence globale et que je ne sois pas exposé par rapport à un outil. Donc, c'est la même logique qu'on va employer aujourd'hui sur l'IA Act et le RGPD. Vous n'allez pas découvrir de règles révolutionnaires, donc on ne fait pas des trucs magiques. La vraie problématique de l'IA, et là tu peux me couper David parce que c'est ta zone de génie, aujourd'hui c'est la jurisprudence qui fait foi en France, il y a de la réglementation qui arrive, il y a un cadre légal, et ensuite c'est l'application du droit qui va faire jurisprudence et qui va pouvoir définir le cadre. C'est pour ça que ce matin, on s'est échangé entre nous de la jurisprudence par rapport à de l'implémentation de l'IA avec un désaccord avec le CSE et l'employeur. C'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que oui, l'IA a déjà bouleversé nos quotidiens, moi le premier, hein, je veux dire, dans mon usage et dans mes process de travail, dans les vôtres forcément aussi. Hein. Maintenant, on ne perd jamais de vue
qu'à un moment donné, ce nouveau process, comme tous ceux qui existent déjà, est forcément réglementé. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est en cours de réglementation. Dire le process en lui-même, son actionnabilité, son applicabilité évolue beaucoup plus vite que la législation, mais il n'empêche qu'à un moment, la législation rattrape. Et la législation gagne toujours. Et les juges nous le prouvent en ce moment même. Hein. On en reparlera notamment pour l'exemple de la jurisprudence qu'on a vue ce matin, qui est tombée il y a 2 jours. À un moment donné, on se fait rattraper par la patrouille et la patrouille va être vraiment sévère. Donc, tout l'objectif, stratégiquement, encore une fois, c'est du pilotage d'entreprise, c'est d'anticiper ces risques, au même titre qu'on peut avoir un risque social, un risque commercial et autres. Le risque juridique en fait partie, et c'est un élément qu'on peut piloter, qu'on peut anticiper pour justement piloter sa boîte sereinement et sa croissance. D'ailleurs, super. Mettez en commentaire, c'est quoi votre rôle dans la boîte? Dites si vous êtes responsable des PO, salarié, commercial, CEO, patron, patronne, mettez ce que vous voulez, juste pour qu'on voit un peu qui on a dans le chat. Est-ce qu'on a plutôt des décideurs, Mm. plutôt des gens qui vont appliquer la réglementation, ou plutôt des gens qui sont en vision prospective et qui veulent se former sur ce sujet-là pour accompagner leur entreprise dans cette gestion? L'idée pour nous, c'est de vous apporter un maximum d'informations utiles et actionnables et que vous ayez un avantage concurrentiel. Plus vous anticipez votre conformité IA Act en lien avec le RGPD, et plus vous pourrez déployer vite des outils en concertation avec les salariés, les parties prenantes de l'organisation, au service de vos clients. Parce que nous, notre objectif avec David, c'est de permettre aux entreprises de faire de l'argent et d'apporter un maximum de valeur aux clients. Super, Mehmet. Merci beaucoup. Merci, Sabine. On avance. Alors la petite nouveauté, donc David, il n'a pas vu ça ce matin. Je me suis amusé à faire des petits schémas. Mais c'est l'idée, ouais. Évidemment, comme je travaille dans l'IA, je me suis amusé à les faire rapidement avec de l'IA. Parce qu'au départ, on avait un gros bloc de texte qu'on a élagué pour vous apporter le maximum de valeur. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. David est là pour répondre à toutes vos interrogations par rapport à ça. Ce matin, enfin plutôt midi là, notre première étape, c'est de comprendre l'IA Act en 2025 et ses impacts. Donc, on a une évolution réglementaire qui est arrivée le 2 février. Est-ce que tu peux nous l'introduire rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé le 2 février pour l'IA Act? Alors, l'IA-Act est entré en vigueur donc à partir du 2 février. Alors, spécificité, en fait, l'IA-Act va se dérouler en plusieurs temps. On est sur 36 mois de décalage, justement en fonction des risques que vous avez sur le schéma là. 4 typologies de risques, donc 4 entrées en vigueur progressives. L'idée étant de s'attaquer très rapidement à ce qu'on appelle donc les fameux risques inacceptables, les IA qui pour le coup ne seront pas autorisés sur le territoire européen, et même en dehors d'ailleurs, hein, on a des États qui vont le faire. Ça, pour le coup, c'est entré en vigueur dès le 2 février, et on va monter en cadence dès cet été, le 2 août, avec effectivement les risques élevés et spécifiques qui vont commencer à être regardés de près. Et donc l'IA Act a cette vocation-là de déterminer quel type d'IA vous utilisez, quel type d'usages sont faits et quels risques sont encourus pour les utilisateurs. Donc, tu es en train de nous dire que depuis le 2 février, Terminator s'est interdit en Europe. Ouais, c'est un peu l'idée. Si vous aviez envie de révolutionner avec Skynet, navré, ça ne fonctionne pas. Donc tout ce qui est surveillance de masse, notation sociale, etc. Bah, un petit peu en parallèle ce qui se fait en Chine, par exemple, avec le crédit social, hein, le fait qu'on ait une note qui soit attribuée en fonction de mon comportement. Là, pour le coup, sur le territoire européen, c'est interdit, rigoureusement. C'est ce qu'on appelle un risque inacceptable sur les droits fondamentaux, les personnes, etc. De même, sur les hauts risques, on va retrouver les enjeux sur le recrutement, la biométrique, la finance, les contrôles stricts. Ouais. Donc, tout ce qui est lié de classer les candidats, etc. Faites très attention, ça va émerger. Il y a déjà plein d'études qui sont sorties aux États-Unis sur les problématiques de l'IA pour traiter ça. Par exemple, je vous donne un exemple concret qui est Amazon. Il y a quelques années, Amazon a lancé une intelligence artificielle pour traiter les candidats. Et les données d'entraînement, c'était souvent basé, c'est le cas pour le coup, c'était basé sur des hommes blancs autour de la quarantaine, bac+5, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en biais algorithmique? L'IA, elle a dévalorisé dans le score les femmes et les personnes de couleur. Donc, ils voulaient traiter des candidats pour accélérer le sourcing et le ciblage des candidatures. Et à l'arrivée, ils ont créé quelque chose de complètement défaillant sur des biais algorithmiques très forts, notamment sur les enjeux de couleur et de sexe. Donc, ça va se réglementer au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous donner un petit cas concret, par exemple?
Sur de haut risque, on a Peut-être, la notation de crédit, vas-y. par exemple, hein, sur tout simplement le fait d'octroyer ou non un crédit en fonction de critères qui vont être des données extrêmement sensibles, hein, revenus, santé, etc. Une IA qui serait amenée à traiter ce genre d'informations va être soumise à un contrôle particulièrement strict, avec une obligation de mise en conformité, hein. De toute façon, il y a 7 étapes qui sont claires, qui sont listées, euh, notamment la mise en place de bacs à sable, etc. On va en parler, hein, de tests. Là, pour le coup, ce genre d'IA-là, qui ne seront pas interdites, seront rigoureusement contrôlées parce qu'on touche à des données extrêmement sensibles de l'individu. Et l'objectif n'est pas que ces données puissent partir un petit peu dans la nature et servent à d'autres objectifs que ce pourquoi ça a été créé à l'origine. Là, dans le chat, on a beaucoup d'indépendants et de formateurs dans le digital, etc. Donc là, c'est intéressant parce que ce qui va vous intéresser le plus, ça va être les risques spécifiques, la transparence des obligations, notamment dans la gestion des chatbots, la gestion des IA génératives. Mettez-moi dans le chat qui s'est déjà fait harceler par des IA vocaux sur le téléphone. Donc moi, c'est l'enfer. Et la semaine dernière, j'ai eu 10 ou 12 appels. Donc c'est l'enfer. Alors déjà qu'on m'appelait pour me vendre des panneaux solaires, maintenant c'est des IA en boucle qui m'appellent pour me vendre des panneaux solaires et en plus l'IA n'est même pas capable de traiter ma réponse au téléphone, c'est l'enfer. Donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat le temps que ça arrive. Donc là, ça va être très intéressant sur la transparence et obligations. Typiquement, euh, comment vous gérez l'IA générative, comment vous mettez des données ou pas de vos clients, de vos prospects, de vos salariés. Donc là, par exemple, vous avez un conflit ou vous avez une question, pas forcément conflit. Il faut que j'enlève la notion juridique et conflit à chaque fois, là, David. Donc Ouais, là, ouais. par exemple, j'ai des salariés. Je veux répondre à un salarié qui m'a posé une question très technique sur son bulletin de salaire. Ouais. Je vais mettre son bulletin de salaire dans ChatGPT. Je vais mettre son email et je vais demander une réponse à ChatGPT pour expliquer au salarié le truc. Donc l'intention est bonne. Je veux être pédagogue et puis je vais résoudre vite cette email parce que je suis entrepreneur, je n'ai pas trop le temps. Ouais. Pour autant, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux déposer les données personnelles et le bulletin de salaire Non. d'un salarié sur une IA générative? Donc, tu peux répondre tout de suite, peut-être? Comme ça, Non, on avance. non, c'est de la donnée personnelle, elle doit être anonymisée. Clairement, on ne met pas de données identifiables. Alors, on en reparlera après, mais on a des capacités maintenant Hmm. sur ces IA à verrouiller les systèmes de partage de data, mais globalement, non. On ne fait pas ce genre de choses-là. Et on informe surtout, on doit informer, je pense notamment au chatbot, hein, on doit informer que c'est une IA qui travaille derrière. Dès lors qu'on utilise ce genre d'outils à risque, ce qu'on appelle spécifique ou faible, on se doit juste effectivement d'informer que l'IA est en usage et quel type d'usage on a. Et minimal, pour finir en beauté, donc c'est le plus simple, les risques minimaux, on est dans le vert. C'est comment on fait le lien et comment on le gère. Alors typiquement, le risque minimal, ça peut être un mécanisme de filtre anti-spam basé sur IA. L'idée étant d'empêcher les emails infectés de virus ou la non-sollicitation, enfin, les sollicitations abusives. Là, le type d'IA utilisé est vraiment à risque très faible en fait en termes d'usage de data. Là, pour le coup, le risque minimal, on n'a pas une obligation spécifique sur l'IA. Par contre, on a des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Typiquement, encore une fois, on revient sur l'anonymisation des datas, euh, l'information éventuellement, si on le met notamment dans une entreprise et qu'on met à la disposition ce logiciel aux collaborateurs, les informer qu'effectivement, les boîtes mail peuvent être équipées de ce type d'IA-là sur le traitement de leurs informations, etc. Par contre, pas de risques fondamentaux, c'est pour ça qu'on appelle ça un risque minime, minimal, sur ce type d'IA-là. Mais c'est celle qu'on Merci utilise au beaucoup, quotidien David. sur du process. Ouais, ouais. D'ailleurs, si vous voulez, la source la plus fiable en France sur la gestion des données RGPD et IA Act, c'est la CNIL. Ouais. J'ai oublié l'acronyme, tu peux Commission me le nationale rappeler? informatique liberté, créée Merci. dans les années 70. Donc, très, très précurseur sur le domaine, et alors, qui a forcément pris énormément d'ampleur depuis 2018 et l'arrivée du RGPD, et qui là, nécessairement, est en train d'absorber une vague qui va être assez colossale sur l'IA. Exactement. Et donc, n'hésitez pas parce qu'on a commencé à travailler justement sur la base de données de la CNIL avec David et ils sont déjà en train de faire des guides spécifiques sur l'IA Act en lien avec le RGPD et tout. Mm. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'IA Act et que vous savez pas par où commencer, commencez par la CNIL. C'est Ouais. la meilleure source et la plus fiable puisque c'est eux qui réglementent ça en France. Mm. Donc, déterminer le régime juridique applicable, pardon. Est-ce que vous êtes une association? Est-ce que vous êtes un auto-entrepreneur type auto-entreprise? Est-ce que vous êtes une ASA, SAS, SASU, etc. En fait, ils font des guides spécifiques par thématique avec des obligations plus ou moins complexes
Donc, c'est le même cadre pour tous, mais par contre, ils explicitent, ils donnent des exemples pour accompagner les entrepreneurs ou les indépendants à leur niveau. Donc ça, c'est très intéressant. Dans tous les cas, je vous le dis direct, parce qu'on en a rigolé avec David hier, qui est responsable des données traitées par l'IA si j'ai pas de DPO dans mon entreprise? Je suis un indépendant, eh bien, c'est moi-même. Eh oui, je suis Donc, l'utilisateur, hein. C'est moi qui récupère la data, c'est moi qui l'utilise. Par principe, je suis le responsable. Je beau avoir je peux utiliser OpenAI, je peux utiliser différents logiciels, hein, CRM ou autres. C'est moi qui suis le responsable puisque c'est moi qui collecte et traite la data. On ne se défausse pas de sa responsabilité, malheureusement. toute action a une finalité. Qu'est-ce que vous faites des données? Pourquoi? On va revenir en dessous parce qu'on va faire un petit rappel du RGPD. On va s'amuser à faire Ouais. un petit quiz. Justifier l'usage des données. Pourquoi vous utilisez ce type de données? Qu'est-ce que vous en faites? Et en lien avec l'IA Act, pourquoi vous les mettez dans l'IA? Est-ce que vous les mettez dans l'IA générative type ChatGPT ou le chat? Ou est-ce que vous les mettez dans des modèles de LLM open source ou un modèle maison que vous avez créé? Dans tous les cas, c'est pourquoi vous mettez des données et à quoi ça vous sert. Est-ce que ça vous sert pour la prospection? Est-ce que ça vous sert pour l'acquisition client? Est-ce que ça vous sert pour la conversion client? Ou est-ce que ça vous sert pour le delivery? Donc le delivery, c'est la capacité de livrer son client. Typiquement, moi, je gère de la donnée simple. Je vais gérer des projets. Donc, à un moment donné, j'ai besoin de contexte de l'entreprise. Donc, je vais donner des informations de l'entreprise. Je vais mettre mes interviews que j'ai fait en vidéo avec mon client. Je vais les mettre dans mes logiciels pour pouvoir extraire des comptes rendus automatisés. Et ben ça a une finalité. Et il faut bien mesurer qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais, et surtout comment les personnes peuvent appliquer leurs droits par rapport au RGPD. On va retrouver l'analyse de l'impact des systèmes d'IA sur la vie privée. Donc là, il y a de la réglementation, c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Donc ça évolue extrêmement vite. Il y a des cas d'usage qui vont sortir, on va avoir de la jurisprudence qui va sortir, donc ça va se réglementer naturellement. Et on va retrouver la gouvernance des données et de transparence. Donc c'est la communication avec les utilisateurs. Il y a encore des personnes qui utilisent des logiciels de chatbot d'IA qui ne le mentionnent pas explicitement. Ouais. Donc faites très attention. Il y a un aspect de gamification où il y a des logiciels qui vont dire que je m'appelle Robert le chien, etc. Et on voit toujours la petite mention que c'est un agent IA. Donc faites très attention si vous utilisez ça pour gérer vos messages privés, par exemple, pour faire du setting sur LinkedIn. Quand vous écrivez des messages privés automatisés avec de l'IA ou autre, théoriquement et légalement, vous êtes censé informer l'utilisateur. Ouais. Et ça, c'est la mode. En plus, en ce moment, on en voit beaucoup justement sur LinkedIn des méthodes pour créer des agents IA qui automatisent et qui réunissent tous les process hein, via Make, Airtable, etc. Mais effectivement, et ça se fait beaucoup par WhatsApp. En ce moment, ça développe énormément sur WhatsApp, des messages ou des communications qui se font. Faites attention, effectivement, si c'est une IA qui converse, on est censé pouvoir le dire. C'est-à-dire que si je suis effectivement la cible, votre prospect, je suis censé savoir que c'est une IA qui est en train de venir me démarcher. Même si, in fine, je vous aurais peut-être vous au bout du fil, au début, ce n'était pas vous, justement, et je dois le savoir. Alors, c'est en train, effectivement, de se faire, gentiment, et comme William l'a dit, hein, la jurisprudence va commencer à tomber, et on va avoir de plus en plus, effectivement, de réglementations, de sanctions qui vont venir clarifier, en tout cas, ce cadre de jeu. Allez-y dans le chat, mettez-moi un petit emoji robot pour ceux qui utilisent déjà de l'IA ou de l'IA générative. Mettez-moi un petit robot pour qu'on voit sur les personnes présentes qui l'utilisent déjà. Comme ça, on va pouvoir jouer avec vous après. Donc, sur les erreurs à éviter sur la cartographie. Donc là, on commence à rentrer dans la méthodologie qu'on veut vous partager. Déployer l'IA Act sans avoir fait le RGPD, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire en 2025. Vous devez avoir mis en place votre RGPD. Tu peux nous le rappeler rapidement en deux, trois mots ce que c'est le RGPD? Principe de base du RGPD, donc la réglementation qui est apparue en 2016 au niveau de l'Union européenne, est typiquement en France applicable depuis mars 2019. L'objectif étant de déterminer pour les entreprises si les données quel type de données sont utilisées, récoltées et comment elles le sont. Les obligations fondamentales du RGPD, c'est la nomination d'un DPO, donc le Data Privacy Officer, ou délégué à la protection des données, qui est la personne au sein de la structure qui va être en charge donc de la cartographie de l'ensemble des datas qu'on utilise, de l'analyse d'impact. Ça, c'est obligatoire, hein, déterminer tous les ans est-ce qu'il y a des failles dans notre système de collecte de données, est-ce que via mes sous-traitants ou des prestats que j'utilise, j'ai un risque de fuite de data, permettre l'exercice des droits du RGPD par les utilisateurs, donc typiquement modifier, accéder, supprimer.
Vous devez savoir, par exemple, que si un utilisateur, un de vos clients, vous demande de lui confier et de lui donner l'ensemble des datas que vous avez sur lui, vous êtes en obligation de le faire. Vous allez piocher dans votre CRM, vous sortez votre petite fiche et vous devez lui envoyer sur un format lisible et clair qu'il puisse utiliser. Donc ça, c'est le DPO qui en a la charge. Et à la fin, s'assurer de la formation de l'ensemble des collaborateurs aux enjeux liés aux données. Ça, ce sont vraiment les 4 fondamentaux que vous devez avoir au sein de la structure. Super, merci. Hem, Par rapport à ça, une fois que vous avez mis en place le RGPD, vous pourrez vous attaquer à l'IA Act. Pourquoi? Ouais, Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, de mettre à plat l'IA Act en créant un nouvel onglet, pour faire simple, hein, dans votre, fichier de recueil des données, à partir du RGPD, que de commencer par l'IA Act, parce qu'en fait, vous n'avez pas réfléchi avant. exactement, c'est ça. Déployer une IA sans cadre légal clair. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Donc là, on a cette année, avec Éducation IA, on va former plus de 45 000 personnes. La plupart des entreprises, en fait, qui n'ont pas encore autorisé l'IA générative et qui ne savent pas comment le déployer auprès de leurs collaborateurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un biais cognitif où, en fait, les gens vont utiliser principalement le chat GPT en version gratuite en cachette. Mm. Et là, en fait, ben, c'est le pire truc qui puisse vous arriver. Parce que si jamais vous avez un jour un problème avec des salariés ou des clients, ça peut vous retomber dessus en tant qu'employeur. Donc faites bien attention à ça. Définissez une charte, commencez par une charte, commencez par une journée de séminaire d'acculturation de vos collaborateurs ou une journée de formation, ça va vous permettre de mettre à plat. C'est OK ou pas OK d'utiliser l'IA dans la boîte? Mm. Comment on le fait? À quel moment on le fait? Et une fois que vous avez fait ça, progressivement, vous allez pouvoir mettre en place des process, un plan de compétences pour vos collaborateurs et que ce soit une transition douce et que vous viviez l'intégration de l'intelligence artificielle comme un projet de développement et pas comme quelque chose de contraint. Ouais. Après, il y a des notions derrière comme la résistance au changement, la conduite au changement, la productivité, limiter la concurrence, et cetera, ça. Mm. Ensuite, le véritable enjeu, ça va être de documenter les décisions prises par l'IA. Donc, en gros, il faut définir son aspect critique, en fait. C'est quand vous mettez en place une décision, comment vous faites? Donc là, typiquement, moi, je suis en train de faire des tests. Je me suis amusé avec l'IA générative à analyser mon bilan comptable et mon compte de résultats. Et je lui ai demandé de me faire des préconisations pour réduire mes charges de fixe, par exemple. Je fais des tests, hein. Je m'amuse à converser avec ChatGPT pour voir. Typiquement, je vais pas aller m'amuser à me dire à mes salariés, bon, ben, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça parce que l'IA me l'a dit. Pas du tout. C'est vraiment faut le vivre comme un super assistant. Et quand vous prenez des décisions, il faut être capable de les expliciter. Donc, ne faites pas du copier-coller de ChatGPT, pour faire simple, mais vous devez être capable de justifier et de rendre des comptes. Et surtout, faites attention, transparence et explicabilité. Il va vraiment falloir le faire pour que ça devienne une culture d'entreprise. Là, ça fait plusieurs clients que j'accompagne là-dessus. Plus vous expliquez à vos collaborateurs, salariés, partenaires, sous-traitants, et cetera, que vous utilisez de l'IA générative, et moins vous aurez de problèmes. La plupart de mes clients savent que je rehausse tous mes emails via l'IA générative. Ouais. Pourquoi? Parce que comme c'est un peu le foufou dans ma tête, des fois je fais des gros pavés comme ça pour expliquer un truc, et donc je demande à ChatGPT de me synthétiser des fois. Et donc, ça, c'est OK. Les gens, ils savent. Ils voient bien mon style de rédaction. Ils voient bien comment je fonctionne en tête à tête, en visio et au téléphone. Et ils voient bien que mes emails ont été améliorés, rehaussés. Mais ça me permet d'avoir une qualité dans mes emails avec contexte, enjeu, description, action à faire. Tous mes emails sont construits comme ça et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et ça me permet d'avancer mes projets beaucoup plus vite. Donc, soyez transparent. Si vous utilisez de l'IA, dites-le, c'est OK. Ça y est, on est rentré dans la culture. Exactement. Ensuite, les bonnes pratiques, donc je vais te donner la main Mm. là-dessus, David. Les bonnes pratiques, je les ai piquées à la CNIL, parce qu'ils ont fait un super boulot là-dessus. Ouais, le Et document est d'ailleurs, vous allez voir que le schéma, il a été fait par la CNIL. Et quand j'en ai parlé à David, j'ai dit, ben, au lieu de m'embêter à refaire un schéma tout seul, mm. ben, je prends celui de la CNIL et puis on source la CNIL parce qu'en fait, ils ont fait un super boulot. Bah ouais, c'est ça. Non, franchement, le travail est vraiment super. Et les 4 étapes que tu as notées sont pour moi euh, les étapes fondamentales. La première, c'est forcément établir la cartographie des usages. Quand est-ce que j'utilise de l'IA? Pourquoi et quel type d'IA sont utilisés au sein de ma structure?
Est-ce que je suis sur, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un filtre anti-spam assez simple, sur du process un peu automatisé? Est-ce que je vais être par contre sur quelque chose de poussé un petit peu plus, enfin, un petit peu plus poussé, pardon. Typiquement, faut savoir que dans l'IA Act, vous avez 8 grands domaines, par exemple, qui sont classifiés comme étant à haut risque. Vous avez entre autres l'emploi, la gestion des travailleurs, l'éducation, l'administration et ce qu'ils appellent la biométrie. Bah, typiquement, voilà, La je vais santé. avoir quel type d'usage. J'ai mon cas d'usage qui sort. Est-ce que je rentre dans cette cartographie-là? Est-ce que je suis à haut risque? Est-ce que je suis à risque minimal, à risque spécifique? Naturellement, ensuite, je vais avoir donc mes obligations qui tombent, ce qui me permet de mettre en place mon registre de traitement, donc que je calque forcément sur mon registre de traitement de données que je suis obligé de faire dans le cadre du RGPD. Donc là, j'ai plus qu'à effectivement faire une mise à jour, déterminer à quel moment l'IA va intervenir et pourquoi. J'ai mon responsable conformité IA, donc la logique, c'est le DPO quand il est là, mais je présuppose qu'il y a beaucoup de boîtes où il n'existe pas encore. Parce qu'on sait qu'en France, par exemple, il doit y avoir 26 ou 27 000 DPO aujourd'hui. On a beaucoup plus de structures que ça. Donc, C'est obligatoire le DPO? ouais, à partir du moment où on a de la data, on a un DPO. Et le Donc DPO, si on l'a pas, c'est dans nous. l'organigramme, on doit le définir comme une tâche, quoi. Comme le référent handicap, quelque part. Il faut que ce C'est soit une défini dans fonction. l'organigramme. C'est une réelle fonction, pour le coup, dans une structure. Et si on n'a personne, c'est nous. Vous êtes mécaniquement le DPO de l'entreprise. Donc lui, c'est le responsable de la conformité. C'est lui qu'on viendra voir pour déterminer s'il a ou non respecté ses obligations et ensuite lancer la responsabilité. Et c'est la quatrième étape, la plus fondamentale. Une fois que j'ai tout déterminé, tout mis en place, je teste. Je teste mon système, j'audite les potentielles portes d'entrée. Est-ce qu'elles sont internes? Est-ce qu'elles sont externes? Est-ce que ce sont des prestataires extérieurs qui utilisent de l'IA et que j'utilise aussi? Donc, est-ce que j'ai un risque potentiel de voir des données qui m'appartiennent, puisque je les ai collectées, se faire torpiller? Et auquel cas, je comble cette faille, ou en tout cas, je travaille avec mon prestataire pour la combler. Alors là, ça se fait notamment via les bacs à sable, ce qu'on appelle des bacs à sable, des aires de jeu en fait closées, fermées, dans lesquelles on balance de la donnée, on balance notre IA et on observe si on a des potentielles fuites ou non. Et une fois que j'ai déterminé mes risques, que je les ai traités, je suis capable de pouvoir actionner. Donc ça, ce sont vraiment les 4 étapes fondamentales que vous devez respecter, mais qui ne sont applicables effectivement que si le RGPD a déjà été appliqué. Posez vos questions dans le chat. Moi, je vous fais un focus. Donc, parce que là, c'est un peu complexe, la manière de présenter les choses. On va vous simplifier le schéma. Hop là, petite erreur. Zoom. En fait, quand je zoome, il remonte, c'est dommage. On va faire au mieux. Ah, il Voilà, est je tatillon. n'arriverai pas à mieux. Alors, c'est très simple. Vous avez la notion de développement et la notion de déploiement. Nous, on va vous faire un exemple simple. On part du principe que vous êtes tous des entrepreneurs comme nous, entreprises de taille normale, pas du CAC 40. Ouais. S'il y a des gens du CAC 40, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, sait-on jamais. Mais en gros, oubliez le déploiement. On va partir du principe que vous êtes sur des outils grand public. ChatGPT, le chat, Gemini, Ouais, qu'est-ce que tu vois d'autre comme IA? Des euh, générateurs d'images ou de dossiers comme Gamma App, on qui est a super pour faire Claude, des dossiers. Claude, Canva, Slide. Ouais, Canva, il y a aussi de la génération de ouais, contenu boosté à l'IA. exactement. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez le calibrage. Hop, je me rapproche un yeux je rapproche un peu de l'écran parce que j'ai des petits yeux. Le calibrage, c'est la finalité. Donc, voyez bien, c'est intéressant dans la légende. Il y a les grandes étapes qu'il faut mettre en place dans son projet de gestion des données de l'IA. On a la classification des fiches. En orange, c'est le respect des principes. En violet, c'est la mise en œuvre pratique. Et en vert, c'est les cas d'usage. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que rien qu'avec ce schéma-là, vous pouvez traiter votre stratégie Mm. de la gestion des données au regard des outils d'intelligence artificielle que vous utilisez. Donc globalement, vous êtes dans le déploiement, vous avez le calibrage, l'utilisation, la maintenance et la collecte des données. Vous êtes un utilisateur normal. Je commence à utiliser ChatGPT. Ou alors, on va être plutôt chauvin, on va parler de le chat. D'accord? Ouais, On va parler de Mistral AI. Donc, le chat. Donc, je connais pas le chat. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je fais dans le calibrage? Je vais créer un compte. Ça, c'est le calibrage. Donc, est-ce que je mets mon email personnel ou est-ce que je mets mon email professionnel? Est-ce que c'est mon employé il met sa carte perso et je le rembourse en note de frais ou est-ce que je mets une carte professionnelle? Etc., etc. Donc, ça, c'est le calibrage. Ensuite, c'est l'utilisation. À quelle finalité on utilise l'application Le Chat? Est-ce que je l'utilise et que j'ai un process dans mon entreprise où je demande à tous mes salariés, je ne veux plus que vous fassiez de fautes d'orthographe, donc tous les textes que vous sortez en interne ou en externe de la boîte,
je veux qu'il soit corrigé par le chat. Ça, c'est une finalité. Ensuite, j'ai la qualification juridique. OK, donc la qualification juridique, je vais donner la main à David. Est-ce que je mets ou pas des données clients? Est-ce que avant de mettre l'email que je demande à corriger une faute d'orthographe, j'enlève le prénom du client, j'enlève le nom de l'entreprise, j'enlève les numéros de SIRET et je ne sais quoi. Qu'est-ce que je dois faire, David? L'anonymisation. L'anonymisation. La donnée la plus neutre possible. L'idée est encore une fois qu'il n'y ait aucun risque, que l'on puisse identifier in fine et utiliser ces datas pour autre chose que ce qu'elles sont prévues. Ouais, on Donc en anonymise. gros, j'écris un email à David, je mets bonjour David. Quand je vais le mettre dans le chat, j'enlève le mot David. Ouais, Donc, vous bonjour, voyez nom, le prénom. travail, la cohérence, la logique, si on veut être conforme au niveau de la qualification juridique. Ensuite, on a le principe, la nécessité, la proportionnalité et minimiser. Est-ce que je dois absolument mettre tous mes emails dans le chat? Ou est-ce qu'on peut éviter? Alors déjà, pour la première raison, c'est que ça consomme de l'énergie. Donc l'impact carbone, il est déjà important. Et la deuxième chose, est-ce que quand j'envoie un message Slack à mes équipes ou est-ce que j'envoie un email à mon employeur avec mes notes de frais, est-ce que ça passe? Est-ce que si je fais une petite faute de frappe ou un décalage est-ce que je peux éviter d'utiliser le chat? Donc ça, nous, on a l'habitude de le traiter avec David en formation, où en fait, on fait des tables rondes, on va animer des réunions paperboard, etc. Où en fait, c'est pas nous qui définissons les règles, c'est pas l'employeur, mais c'est les collaborateurs. Pourquoi? Pour limiter la conduite au changement, le risque, etc. Exactement. Ensuite, le dernier principe qui est important, c'est l'information des droits des personnes. Et ça, il y a un véritable enjeu. La plupart des entreprises aujourd'hui sont pas prêtes. Même moi, si je gratte chez moi, je suis sûr qu'il y a encore des trucs que je dois mettre en place. À quel moment mes clients, par exemple, sont au courant que je rehausse mes emails professionnels avec de l'IA générative? Et comment ils peuvent appliquer leurs droits pour suppression des données, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guide exact, il n'y a pas la recette magique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David? Là, la première chose que moi je peux se dire justement sur cette question de est-ce que je suis ultra transparent ou non, parce que c'est un peu la question que tu te poses, hein. Est-ce que tous mes Ouais. clients sont vraiment au courant? L'élément fondamental, c'est de l'indiquer. Alors, ça peut s'indiquer effectivement dans le mail lui-même, hein, une petite ligne en bas qui précise que ça a été utilisé, que ça a permis de rehausser. C'est aussi affichable de manière assez simple sur notre site web hein, ou nos pages, LinkedIn ou autres. Hein, on précise qu'effectivement, on peut être amené à le faire. Et l'élément clé, j'ai envie de dire, ça reste nos contrats, nos conditions générales de vente. Alors même si on est bien d'accord, même nous, en tant qu'utilisateurs, on ne les lit pas forcément, nos CGV, nos CGU, etc. C'est quand même l'endroit fondamental, en tout cas légalement parlant, où on trouve l'info. Donc ça doit être spécifié, notifié que telle ou telle pratique de l'entreprise, telle ou telle data qui vont me permettre d'utiliser l'IA sont utilisées et dans quel objectif. Donc ça, c'est l'élément clé pour assurer votre conformité, c'est de l'afficher. Tu me donnes un exemple très concret et très, très, très pragmatique. Moi, je travaille que en visio. Je me déplace de moins en moins. Donc, je fais tout le temps mes appels de découverte et mes appels de démonstration en vidéo. Et donc, la petite Enregistre. blague, c'est tout le monde fait ça, hein. Donc, ça, c'est très drôle. Donc, j'enregistre avec une IA. Donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle TLDV. Il m'enregistre la réunion vidéo. Automatiquement, ça va créer la transcription. L'IA générative de TLDV va me faire un compte-rendu automatisé et va l'intégrer automatiquement dans mon CRM. Comme ça, je travaille que dans mon CRM. Ouais. Par contre, les données, elles sont hébergées en vidéo chez TLDV. La transcription et le compte-rendu automatisé, elle est enregistrée chez TLDV, mais elle est en plus enregistrée sur mon CRM qui s'appelle HubSpot. Donc, j'ai deux logiciels qui exploitent les données. Ouais. La petite blague, donc parce que tu vas voir où j'arrive, David, Ah, vas-y. c'est à chaque fois, je demande l'autorisation à la personne de manière explicite. J'ai un Ouais. logiciel qui enregistre la réunion, ça va nous faire un compte rendu. Est-ce que tu es OK que je lance le bot? Il me dit oui, mais ça n'enregistre pas le oui. Donc, j'ai pas le consentement éclairé à l'oral qui dit oui, ça me dérange pas. Parce qu'à chaque fois, je pose la question en off et après, j'active le bot et j'enchaîne ma réunion. Alors que la personne, en fait, elle n'a pas coché une case Ouais. sur le logiciel vidéo, en pop-up et tout ça. Donc ça, tu vois, il y a des fonctionnalités qui apparaissent en Europe qui permettent de faire ça. Mm. Ouais, non, ouais. Clairement, le consentement doit être explicite. Alors, on va tous pouvoir se dire, oui, mais par principe, il l'a mis. Ça va être parole contre parole sur le oui. Oui, je suis d'accord. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a un adage en droit qui est
stratosphérique et qui je trouve est fondamentale. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Rien ne vaut le consentement écrit au moment où on prend le rendez-vous. Je vous précise que notre entretien sera enregistré et ensuite retranscrit via une IA. Êtes-vous OK ou non avec cela? Ce qui permet ensuite de déclencher le système. Et ne serait-ce que l'information, déjà, est juste fondamentale pour être, et on parlait d'avantage concurrentiel tout à l'heure, la clarté avec le Mhm. prospect. C'est-à-dire, plus on est transparent, clair et confiant, quelque part, avec son prospect, plus la relation commerciale est stable et en tout cas, on crée de la confiance plus facilement. Donc oui, affichez-le et dites-le dès le début. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, vous voyez bien la logique vers quoi on tend, en fait. C'est que là, il y a des usages et des routines qui sont en train d'apparaître avec de l'IA générative et des logiciels boostés à l'IA. Et en fait, on Mm. ne se pose pas forcément ces questions-là, alors que ça devient fondamental au regard du RGPD et au regard de l'IA Act. Mm. Et surtout que les sanctions peuvent aller assez vite. Hein. Je pense notamment à tous ceux qui sont là. On est tous quasiment dans ce qu'on appelle des risques spécifiques, c'est-à-dire les hauts risques. Voilà. Moi, je fais un peu d'éducation, donc je suis concerné par le haut risque, notamment quand on crée des formations en ligne, etc. Mais si on prend juste le risque spécifique, la sanction, elle est quand même assez violente, puisque ça peut monter jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1% de votre chiffre d'affaires annuel mondial. On prendra le plus ou le moins élevé en fonction des catégories. Donc clairement, ça peut faire très mal. Alors, et sachant que la CNIL, autant au début, je prends l'exemple du RGPD, allait sanctionner les très grosses structures, et c'est un peu ce qui va se passer là avec l'IA Act, mais très rapidement, on va aller chercher les ETI, les PME, les TPE, et les sanctions tombent. Là, les dernières sanctions de la CNIL, notamment sur la non-conformité au RGPD, ça peut être 2, 5, 10, 20 000 euros, ce qui peut ne paraître pas énorme, mais quand on a une trésorerie assez limitée, une marge opérationnelle qui est relativement faible, on vient vous chercher 1% de votre chiffre d'affaires, c'est assez violent. On fait tous la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. C'est pas forcément quelque Mmh. chose d'ultra agréable. Donc, clairement, mieux vaut l'anticiper pour justement éviter tous ces risques financiers, ces écueils. Et au final, juste votre image, encore une fois, William le disait très bien, hein, mais c'est un avantage concurrentiel et c'est un argument commercial de pouvoir dire que vous êtes conforme, qu'il n'y a pas de risque. Ouais. Et vous Et, êtes et, et, et de démontrer que vous avez des nouveaux outils et que vous êtes très digitalisé, connecté. Moi, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en moins de 3 mois, tout simplement parce qu'en fait, mes comptes rendus et mes propositions commerciales étaient donnés dans les 24 heures. Et je fais la vidéo avec mon client. Il voit que je travaille. Bon, en plus, je travaille dans l'IA. Donc, je travaille dans la formation l'IA. Donc, il voit que tout est processé, tout est propre. Il voit que tout est boosté à l'IA. Il voit que j'ai bien compris son besoin, les bénéfices de son projet de formation ou de conseil pour adapter son organisation à l'intelligence artificielle. Et il voit que mes livrables, au lieu que je lui envoie le devis, le compte rendu de réunion, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines après, en fait, il est là dans les 24 heures. Donc, il voit bien le bénéfice réel et il voit bien que je suis transparent dans ma démarche et que je suis de bonne foi et que c'est pour le livrer de la meilleure qualité possible et le plus vite possible pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées quand il va vouloir travailler avec nous. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, il a les éléments clés en main. Ça va? Donc, on vous fait un petit rappel parce qu'on est pile dans les délais. Ça fait 43 minutes qu'on est en live, c'est parfait. Je vais aller un peu vite sur le RGPD parce que c'est vraiment, ça pourrait être un webinaire à lui tout seul. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as on n'en a pas parlé hier, David, mais est-ce qu'il y a une stat qui dit concrètement sur 10 entreprises, combien sont réellement prêts au RGPD et d'appliquer le RGPD dans la règle de l'art? Alors, l'appliquer dans les règles de l'art et même l'appliquer tout court, c'est extrêmement compliqué d'avoir l'information. Alors, pour une raison simple, c'est qu'à la CNIL, ils sont 224 collaborateurs, justement, à traiter l'ensemble du RGPD pour la France complète. Donc, ce qui veut dire le nombre d'entreprises que l'on connaît, le nombre de sites web qui existent, le nombre de potentiels. Donc, on n'a pas une data officielle sur comment les entreprises vont appliquer le RGPD. Ce dont on est sûr, par contre, et c'est ce que la CNIL nous dit, c'est que maintenant, autant, encore une fois, elle se concentrait sur un petit nombre d'entreprises au début, Amazon, Google, etc., autant aujourd'hui, elle va chercher tout le monde. Ce qui veut dire que les sanctions vont être de plus en plus nombreuses, parce qu'encore une fois, une petite structure, le RGPD, ou en tout cas même le droit de manière globale, c'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit. On préfère effectivement attendre que le problème arrive. Et ce qui est sûr et certain, c'est que là, on va commencer à tomber dans de plus en plus de sanctions et de plus en plus de contrôles. Au-delà de la sanction, le contrôle même va Mmh. commencer à être de plus en plus rigoureux. Les règles fondamentales, c'est ce qu'on a dans les cadres. Et après, j'ai une super question dans le chat que Ouais, je vais te je donner la parce vois. qu'elle est vraiment bien. Tu la vois? Ouais, je la vois, ouais. Super. Donc, très simple pour ceux qui ne sont pas à jour sur le RGPD, c'est identifier les activités de traitement des données.
quelles données je collecte, à quoi ça me sert, pourquoi, etc. Minimiser la collecte des données, informer les individus en fournissant la politique de confidentialité claire et accessible. Donc moi j'en ai deux. J'en ai une dans le cadre de l'organisation de formation, j'en ai une sur le site internet que les gens peuvent télécharger. Sécuriser les données. Donc là, on est en train de mettre en place un protocole et vu qu'à cause de l'IA, il y a de plus en plus de cybersécurité et de piratage, Ouais. on va rehausser ça. Donc si je vous donne un exemple concret, dans la règle de dollar, j'ai un logiciel, j'ai mon mail, un mot de passe qui est généré par une application qui crée des mots de passe robustes, et derrière j'ai une double authentification, soit par SMS, soit avec un mot de passe à 6 chiffres. Et là, je suis en train de mettre en place un nouveau protocole qui va nous permettre de sécuriser encore mieux les données. Théoriquement, les téléphones professionnels des salariés, en fait, les notifications, elles peuvent pas s'afficher sur le téléphone tant qu'il n'a pas déverrouillé le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont vues pirater comme ça. Quand ils reçoivent le mot de passe à 6 chiffres par SMS, et ben les 6 chiffres, ils s'affichent sur l'écran Ouais. verrouillé. Ouais. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça que les hackers arrivent à avancer, quoi. Donc, Ouais. vérifier les sous-traitants. Et là, il y a un vrai problème, c'est trop complexe. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup de logiciels américains. Par exemple, HubSpot, quand on me l'a implémenté, j'ai dit, ah, mais il y a un truc qui va pas du tout. Les données sont pas hébergées en Europe. Donc, tout est hébergé au Delaware, aux États-Unis, ça va pas du tout. J'ai dû faire une migration. C'est-à-dire qu'on venait de créer le compte HubSpot avec l'entreprise. J'ai dit, non, 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 ça me plaît pas, je veux que ce soit hébergé en Europe. En l'occurrence, ils avaient des serveurs hébergés en Allemagne. Et ben, la migration, ça a bloqué le logiciel pendant 4 jours. Parce qu'en fait, ils ont dupliqué ma base de données, ils l'ont poussé en Europe et ensuite ils ont tout supprimé aux États-Unis. Et j'ai reçu un certificat qui justifiait bien qu'ils avaient fait ça. Ensuite, respecter les droits des utilisateurs. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est le plus dur et le plus facile en même temps. Mm. Euh, Surtout sur la correction. Alors, c'est suppression et modification, c'est ça? Suppression, modification, accès. Ouais. Et accès, et surtout, faut expliciter. Parce que là, quand on a préparé le webinaire avec David, il m'a dit plein d'infos qui m'intéressaient. Je me suis amusé à demander à ma banque un relevé de mes données personnelles des 15 dernières années. Ça a été l'enfer. Donc, il a fallu que Mm. j'envoie un courrier recommandé. J'ai reçu le courrier recommandé. Un mois après, j'ai reçu une enveloppe comme ça. En fait, ils m'avaient fait des captures d'écran de leur logiciel de banque avec des trucs et je ne comprenais pas les notions. J'avais un code et en fait, ce code dans la banque, ça donnait mon score sur ma capacité d'emprunt, mon statut de professionnel, etc. Et en fait, il m'avait pas donné la légende pour comprendre ce Ouais. que c'était. Donc faites Alors, très attention à ça. Même une grosse banque, en fait, elle n'était pas conforme par rapport aux droits ouais, des ouais. utilisateurs. Non, non, non. Et franchement, c'est ça. C'est lisible. Vous avez accès à l'ensemble des datas et elles doivent être lisibles et exploitables. Tu peux Donc ça, répondre à la question parce que ça me ouais, fait le lien justement, avec le RGPD. j'allais te demander. Donc oui, il est possible effectivement que votre boîte utilise l'IA de manière relativement poussée sans forcément respecter, mise en conformité. C'est-à-dire que vous avez déjà un existant et on ne peut pas le nier, il est déjà utilisé. Dans ce cas-là, on prend l'ensemble des réglementations en vigueur et on se met en conformité tout de suite. Pourquoi j'utilise cette IA-là? Pourquoi elle est déjà utilisée? Quel type de données j'ai déjà collecté? Comment je m'en sers fondamentalement? Qui sont les prestataires qui éventuellement l'utilisent, etc. Vous ne pouvez pas, enfin, pratiquement, en pratique, on ne peut pas repartir de zéro complètement. Par contre, on peut corriger l'existant. Et je dirais même qu'il faut corriger l'existant, puisque tous les organismes de contrôle seront forcément enclins à plus vous écouter s'ils observent chez vous de la bonne foi et cette envie, effectivement, de corriger. Donc, Hmm. mieux vaut tout de suite se mettre en conformité, reprendre les bonnes bases, conserver l'utilisation, puisque l'utilisation est déjà mise en place et vous avez déjà probablement tous les process qui ont été calés dessus, que ce soit commercial, marketing, etc. Donc, on se met en conformité en clarifiant tout de suite la situation. Mais repartir de zéro, alors on peut toujours le faire, c'est même très sympathique et utopique, mais clairement, mieux vaut se coordonner maintenant. Exactement. Ouais, je suis tout à fait. Alors, je vois pas le nom d'utilisateur, mais Mais le ouais, Cloud ouais, Act, effectivement, c'est le ouais, problème. C'est pour ça que là, moi, pendant 3 ans, j'ai utilisé ChatGPT et plus ça va, plus j'accompagne mes clients français à utiliser le chat de ouais, Mistral AI parce qu'effectivement, avec la loi américaine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. alors Rien ça, que le fait que j'utilise un MacBook Pro avec iCloud, Apple, etc., ça fait des années qu'ils essaient de contraindre Apple à permettre à avoir des portes dérobées pour accéder aux données. Donc Apple a trouvé la solution technique et juridique. Tout est crypté et en fait, il faut la clé de cryptage qui est liée à l'ordinateur, etc., pour pouvoir accéder aux données à iCloud.
Mais en fait, avec la réglementation, hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est cool. Ah, je viens de découvrir une fonction. Ah, c'est trop cool. Et donc, Ouais. effectivement, avec le Cloud Act, dès qu'on intervient avec des logiciels américains, etc., en fait, le droit américain s'applique sur nos données françaises, quoi. Donc, faites Voilà, très attention à ça. les agences gouvernementales américaines ont la capacité de les utiliser. Donc ça, effectivement, ça reste par contre une capacité de l'État américain. Pas par contre les entreprises privées, qui elles n'auront pas l'accès à ces éléments-là. Ça reste une prérogative gouvernementale. Donc ça, c'est quand même, alors c'est vachement bien de le Mhm. préciser. Mm. Mais ça, je dirais, l'Europe le fait aussi un tout petit peu hein, sur la capacité d'analyser les data, pas aussi poussé que les Américains, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui existe aussi. Par contre, c'est très bien de le préciser. Là, sur la première question qui était très intéressante aussi sur l'IA Act, en fait, c'est limite plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous partez de l'existant, Mm. il y a juste à remettre à plat. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous poser la question de la finalité. Là, en fait, finalement, vous justifiez la finalité après. Ouais. Il y a un fonctionnement avec des process dans l'entreprise. On utilise déjà de l'IA poussée pour enrichir les données, pour traiter des informations sur les clients ou pour faire un score de prospection, etc. Et bien en fait, vous faites le chemin à l'envers. Vous calibrez, vous calibrez, vous mettez en place l'utilisation et l'usage, qu'est-ce que vous en faites des données, comment vous maintenez une base de données avec des données propres, ça c'est important aussi, hein. Mm. Et Alors, ensuite, c'est collecter des données d'usage. Exemple concret, en données propres en maintenance, j'étais membre d'une association, j'étais membre d'une fédération sportive. On est en 2025, donc je fais plus de sport avec cette fédé depuis 2 ans. Donc j'ai plus d'adhésion depuis 2 ans. J'ai reçu un email promotionnel pour mm, passer un diplôme d'entraîneur. Et donc j'appelle le monsieur, je dis mais comment ça se fait que vous m'envoyez cet email? Je fais plus de sport, quoi. Je fais plus de handball. Il me dit ah pardon, c'est une erreur. Et en fait, je lui ai posé des questions parce que comme c'est mon métier, je dis mais comment mm, vous gérez votre base mail et comment vous. mm. Et en fait, il gère tout sur Excel, CSV. Ouais. Tout le monde a des copies à Paris, dans les régions, etc. Et en fait, ils ont du mal à maintenir une base de données propre. Donc Mm. faites attention, la maintenance de la base de données est hyper importante pour 2 raisons. Un, pour éviter de solliciter ou solliciter des personnes qui ne sont pas intéressées. Ça, c'est le premier point. Notamment dans les newsletters et tout, il faut un consentement éclairé. Et surtout, deux, le fait de faire ça, ça vous permet de nourrir votre intelligence artificielle avec des données propres. Parce que là, on commence à avoir des IA qui vampirisent des IA. C'est-à-dire qu'on entraîne des modèles de langage et des projets d'IA avec des données qui sont pas propres. Et Mm. ça, c'est le pire truc qui puisse arriver parce que du coup, on a entre guillemets, le QI des IA en train de baisser, quoi. Donc Ouais. faites attention à ça. Donc, mais prenez bien le schéma de la CNIL, il est très bien fait là-dessus. Ouais. Sur les points de vigilance de la CNIL, justement sur le RGPD, partiez bien d'être capable de justifier le traitement des données personnelles. Mm. Moi, par exemple, dans mon logiciel de gestion des formations, on me demande la date de naissance. Je peux mettre la date de naissance des apprenants. Donc, je fais de la formation certificat IOPI. J'ai un logiciel qui me permet de piloter les apprenants par rapport à leur parcours de formation. Et dans le logiciel, je peux demander la date de naissance aux salariés. Et je la demande jamais. J'en ai pas besoin. Ça m'apporte aucune valeur ajoutée de savoir la date de naissance. Si je fais du CPF, je vais en avoir besoin, a priori. Pareil, je peux récupérer le numéro de sécurité sociale. Mm. Ça ne m'apporte aucune valeur ajoutée sur mes actions de formation. Donc, je ne le demande pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a des cases dans le logiciel qu'il faut les remplir, hein. Ensuite, c'est comment informer clairement les utilisateurs de leurs droits. Donc, ça, c'est le plus dur et il faut faire preuve de pédagogie. On en a parlé. On ne va pas revenir dessus. Et ensuite, c'est comment limiter le risque d'exfiltration des données des cyberattaques. Et là, c'est n'importe quoi, c'est catastrophique. Je louais un coworking. Un Ouais. sous-traitant de leur logiciel de facturation s'est fait hacker et tous les données de mon compte bancaire professionnel et des autorisations de prélèvement ont été volées. J'ai reçu un email en me disant ah un sous-traitant s'est fait hacker, les données IBAN etc ont été exposées. Et après je suis revenu, je dis donc vous faites quoi, comment, pourquoi, Mm. qu'est-ce que vous mettez en place et tout. Rien n'a été fait pour corriger le problème. Ils ont étouffé le truc et ils savaient pas comment s'en dépatouiller. Au revoir, merci. Alors, ce qui est déjà pas Donc mal, tu as été averti. j'ai été averti. Même si c'est obligatoire d'ailleurs, hein, vous subissez une attaque ou un de vos prestataires subit une attaque et une fuite de data, vous êtes concerné, vous devez Sous-traitant informer tous les utilisateurs. ou Attention. sous-traitant. Ouais, ouais, faites bien attention. Et d'ailleurs, quand vous disiez que si vous prenez du plaisir à lire les conditions générales de vente ou les logiciels qu'ils utilisent,
par exemple, HubSpot, il y a une armée de sous-traitants pour chaque fonctionnalité. Il y a des logiciels, des serveurs différents et tout. Et en fait, on voit qu'en fait, c'est une toile entière et qu'à chaque fois que vous utilisez un logiciel, il y a plein de sous-traitants qui exploitent vos données personnelles. Donc, faites attention à ça. On finit sur sécuriser son usage de l'IAD aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? pour l'instant. N'hésitez pas à les mettre, qu'on puisse y répondre. C'est super. Donc, on n'a pas bougé. On est toujours autour de 10, 11 personnes. Donc, ça, c'est cool. Petit webinaire, mais il va faire des vues en suivant. Donc, merci. Ça veut dire que vous êtes intéressé par le sujet, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, ça, tout ça, on l'a dit. On va pas vous embêter avec ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle d'un cas pratique? Je ne sais pas, le recrutement, l'IA générative, même si on a un peu répondu. Ouais, bah, sur le Comment recrutement. gérer automatiquement les données clients? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, sur le recrutement, hein, exemple simple, hein, effectivement, j'ai un logiciel qui me permet de faire mon tri de CV, etc. Là, on est clairement sur du haut risque, hein, donc je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi dans ce type de logiciel. Je dois faire très attention. Alors, c'est là que c'est un peu particulier et paradoxal, parce que vous faites un tri de CV, donc vous avez besoin de pouvoir trier les candidats, mais on peut très bien trier justement les candidats avec de la donnée anonymisée, simplement avec le parcours potentiel, les compétences, etc. Il n'est pas possible, effectivement, d'utiliser toutes ces datas, on va dire non anonymisées, pour pouvoir faire un recrutement. On entrerait éventuellement dans un cadre dit haut risque de sélection du candidat via une intelligence artificielle, donc sans intervention humaine, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui au regard de l'IA Act. Votre recrutement, il doit toujours faire intervenir un humain à un instant T, si je prends l'exemple du recrutement et de l'usage de l'IA. Donc faites très attention à ça si vous êtes amené, vous êtes RH ou côté des collaborateurs. L'IA peut être utilisée, mais soumise à de fortes restrictions. On a un message d'encouragement et on a deux questions. On va pouvoir Oui, y je vois ça. répondre. En gros, là, tu vois, si je m'amuse à faire avec ChatGPT, là, parce qu'on part du principe que la plupart des gens ils utilisent des IA génératives grand public, je m'amuse Ouais. à trier des CV, je crée un espèce de score où je demande un tableau, avantages, inconvénients, ou point fort, point faible, etc. Ouais. Alors déjà, faites attention, surtout sur ChatGPT, il y a un niveau d'abonnement pour éviter que ChatGPT entraîne ses modèles sur les données que vous mettez. Donc déjà, si vous êtes pas du tout conforme si vous faites ça avec ChatGPT gratuit ou le payant ChatGPT+, il faut passer un minima en Teams. Et là, il y a justement l'Europe a un peu tapé en off sur les doigts de Sam Altman. Donc, il est contraint d'ouvrir des serveurs en Europe et de sécuriser et de bien border la gestion des données. Donc, ça y est là, je ne sais pas quand, mais il y a des serveurs en Allemagne qui vont s'ouvrir parce que l'Allemagne, ils sont assez forts pour récupérer des data centers ou des entreprises américaines. Donc, sur le recrutement, par exemple, si je mets plusieurs CV dans l'IA générative et que je demande de faire une présélection, je dois contrôler. Deux, je dois supprimer la conversation. Et même C'est si vrai. quand vous supprimez la conversation, même s'il est dit dans les conditions générales de vente, on ne sait jamais si l'éditeur de l'IA générative va pas garder quand même ça pour s'entraîner. Donc faites attention à ça. Il y a une question sympa sur la prospection. Ouais, je commence par celle-là parce que c'est la plus Oui, rapide, pardon. un résumé, Est-ce ouais. qu'il y aura un résumé de ce qu'il faut expliquer aux dirigeants? Oui, alors je présume que vous vouliez parler de votre employeur. Oui, alors on va vous donner les éléments, sinon vous leur envoyez le replay où vous leur envoyez les éléments et vous faites un appel de découverte avec nous et on peut vous Mhm. accompagner à expliciter et à faire prendre conscience à votre employeur, aux dirigeants, qu'il y a un enjeu autour de ça, que ce serait intéressant de travailler parce que derrière, ça va découler un projet, ça va découler un engagement des collaborateurs, etc. Nous, on le travaille avec David de manière positive. Ouais. Je Excuse-moi, vois donc David. la prospection. Alors, la prospection par IA, elle reste aussi, enfin, c'est la méthode du moment, hein, être capable d'entraîner des IA à aller chercher des éléments, etc. Alors, il y a un truc sur lequel il faut faire gaffe, c'est le scrapping. Le fait d'aller gratter de l'info et de la donnée perso un peu partout pour ensuite lancer. Sachez que le scrapping de manière elle est non contrôlée, c'est-à-dire que j'envoie tout et n'importe quoi en ligne pour récupérer tout et n'importe quelle information, potentiellement, le RGPD est contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher des infos n'importe où, puisqu'il y a un problème de consentement. Vous n'avez pas donné votre consentement à ce que votre modèle d'IA ait récupéré la data. Vous avez donné vos informations à un logiciel ou autre, et pas en l'occurrence vous,
qui est la personne qui prospecte. Donc faites ultra attention à ça. On travaille avec de la donnée qu'on a pu collecter ou qu'on a pu collecter réglementairement. LinkedIn, par exemple, on peut avoir accès à des éléments de recherche qui sont prévus par LinkedIn. Mais dans ce cas-là, LinkedIn a des conditions générales de vente et a prévu avec les utilisateurs que ces données pouvaient être réutilisées. Donc faites ultra gaffe à ça. Et si en plus derrière, on l'a dit tout à l'heure, mais vous utilisez un chat, WhatsApp ou autre en IA pour prospecter, ben, on doit être capable de savoir que c'est une IA qui nous prospecte. Alors, c'est encore de la théorie pour l'instant, mais ça va vite arriver. Faites très attention à ça. Là, si ça vous intéresse qu'on fasse un webinaire spécifique sur la prospection boostée à l'IA, il n'y a aucun souci parce que justement, je travaille dessus. Moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je me prenais un peu la tête quand David parlait. Parce que facilement, je me suis dit, ouais, les données, si j'arrive à les trouver sur Internet, c'est qu'elles sont exploitables. Parce que moi, je fais de l'enrichissement avec Wallaxy, je fais de l'enrichissement avec Hublead, je fais de l'enrichissement avec MailList, avec Faro. Enfin, il y a des millions de logiciels qui existent maintenant pour faire de l'enrichissement, pour être capable de capter un email professionnel et un téléphone portable. Donc, enfin, c'est pas anodin. Donc là, c'est comment gérer la prospection par IA. Est-ce qu'on parle d'un objectif commercial ou est-ce qu'on parle de la conformité et comment je m'y prends ou comment je mets en place des bonnes règles de pratique? Il y a ces deux pans à faire. Donc faites attention à ça. Et on voyait une question, est-ce qu'il y aura accès aux slides? Oui, Eh oui. vous aurez Quand accès aux slides. Et j'ai pas compris Mamo, chapeau même. bleu. J'ai- Je sais pas ce qu'il c'est. Et comme je vois pas les noms des gens, il y a écrit juste Ouais, LinkedIn user. LinkedIn user. Je sais pas ce que ça veut dire. Top. Et ben on est pile dans les délais. On a fait 1 minute et Ouais. 1 heure, 1 minute et 40 secondes. On est pile. On a passé un peu plus d'1 heure ensemble. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous fait un petit peu un petit call to action promotionnel pour nous, hein, parce qu'il faut qu'on vive, faut qu'on paye les logiciels d'IA, hein, comme on dit, David. Donc, en gros, l'idée, c'est que on peut vous proposer qu'on bosse ensemble. Déjà, on vous fait un cadeau pour tous. Donc, que tu sois dirigeant, solo entrepreneur, DPO, responsable IA de conformité, ou que ces questions-là t'intéressent, on t'offre le plan d'action. Donc là, on n'a pas eu le temps de voir le plan d'action, donc je vous le montre vite. Ça, je vais tous vous l'envoyer en message privé. Si je ne voulais pas envoyer un message privé, vous me tirez les oreilles et je vous Ouais, l'enverrai fort. quand même. Ouais, fort. Ou alors vous le demandez à David, il pourra aussi vous l'envoyer, mais n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Donc là, mettez intéressé dans les commentaires, là, dans le live, je vous le donnerai. Je vous l'envoie. Vous vous connectez à moi, ou alors je vous l'enverrai en message privé parce que j'ai des crédits LinkedIn, donc je peux vous envoyer un message privé. Je n'ai pas cette navigateur parce que c'est trop cher, mais j'ai trouvé des petits trucs pour vous envoyer des messages privés. Bon. Audit diagnostic, vous avez la checklist. Donc vous pourrez peut-être pas cocher les cases parce que ce sera un PDF pour vous. Moi, c'est une carte mentale. Mais vous avez votre checklist. Donc, pour nous, c'est plus simple de partir du RGPD. Donc, vous avez le RGPD et ensuite on met en place l'IA Act. Donc, vous avez les éléments. Dans ce diapo, super, je vois que des intéressés. Merci. Dans ce diapo, on vous donne un bonus secret. Secret, pas sucré, pardon. Vous avez une formation qu'on est en train de mettre en place avec David. Donc, on va le tester avec vous. Donc, ça va être la première formation qui s'appelle, donc David n'a pas validé le titre, hein, on pourra l'améliorer, passer à Ouais. l'IA Act et mettre à jour son RGPD, stratégie et conformité. Donc, je suis en train de finir tranquillement le programme avec David. En gros, pour faire simple, on fait 2 jours de formation. Un jour avec David qui vous fait un rappel du cadre réglementaire et de la bonne approche en termes enjeux stratégiques, enjeux juridiques pour mettre en place son RGPD et son IA Act. Et le deuxième jour, on est en mode gestion de projet. En plus, vous avez de la chance parce que vous pourrez jouer avec de l'IA générative. Je vous accompagne à mettre en place votre stratégie et votre plan de déploiement. Donc, on va faire le tableau de recueil de besoins du RGPD. On va faire le formulaire de consentement avec les personnes. On va générer la stratégie avec des logigrammes automatiquement par rapport au travail que vous avez fait avec David. Donc, jour 1, c'est quoi le RGPD? C'est quoi l'IA Act? Comment on se met à jour? C'est quoi la bonne stratégie à mettre en place? Jour 2, plan d'action, on le fait pour son entreprise. C'est ce qu'on vous propose. Donc là, vous avez un code de réduction qu'on vous mettra ici. On vous enverra tous un email si ça vous intéresse. Et derrière, vous pourrez déclencher votre session stratégique pour qu'on fasse un appel visio avec vous.
Mm. Donc, vous aurez votre consentement éclairé si vous voulez que j'enregistre ou pas la visio. Et en fait, l'idée, c'est de savoir c'est quoi vos enjeux. Est-ce que vous avez plutôt un enjeu juridique? Et donc là, je vous renvoie vers David. Ou est-ce que vous avez plutôt un enjeu de montée en compétences et de projet? Et donc là, je suis l'homme de la situation pour vous accompagner sur votre projet de formation ou de projet d'IA dans votre entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour avoir la cartographie, le webinaire, le replay, tout ça, vous mettez intéressé. Et si vraiment vous êtes chaud pour tester avec nous cette formation de 2 jours, que vous soyez salarié, entrepreneur, indépendant ou dirigeant, on vous fait un projet clé en main. Donc mettez le mot formation et on vous enverra toutes les infos. Bah, je Et crois on est qu'on bon. a fini, David. Mais je Il crois n'y a pas qu'on est d'autres bon. questions. En Les tout gens cas, se déconnectent tranquillement. bah, je suis très content d'avoir été là. Puis bah, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir écouté. Et j'espère qu'on vous aura apporté un maximum de choses. Et n'hésitez pas à revenir vers nous sur la suite. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas à partager le replay ou à en parler autour de vous pour qu'on ait le maximum de vues. On avait anticipé que ce serait un petit webinaire, hein. On savait qu'on aurait moins de 50 inscrits parce que c'est vraiment un truc de niche. Et en Ouais. général, les gens, ils prennent la conformité quand c'est trop tard. Donc, on savait qu'on ferait peu de vues, mais que les personnes qui seraient présentes seraient de qualité. Donc, on vous remercie infiniment. À bientôt. Salut tout le monde! Salut.